vainqueur de la campagne interne de 4 jours du Parti conservateur, Rishi Sunak va être nommé aujourd'hui Premier ministre du Royaume-Uni par Charles III. À l'Assemblée nationale, la Première ministre Elisabeth Borne échappe à la censure malgré le soutien du Rassemblement national à la motion de la NUPES. À Kiev, des coupures d'électricité de 4 heures qui alternent par quartier sont programmées pour faire face aux frappes russes sur les infrastructures énergétiques. L'état de grâce risque d'être court, voire inexistant pour Rishi Sunak. Attendu par le roi Charles III qui le nommera officiellement Premier ministre aujourd'hui, l'ex-banquier et ministre des Finances devra agir très rapidement s'il ne veut pas connaître le même sort que Liz Truss. 44 jours de durée de vie à Downing Street. À 42 ans, Rishi Sunak deviendra le plus jeune chef de gouvernement de l'histoire contemporaine britannique, le premier d'origine indienne et d'une ancienne colonie de l'Empire, dans un Royaume-Uni en proie à une profonde crise sociale et à une instabilité politique inédite. Nous avons à présent besoin de stabilité et d'unité. Ma première priorité sera de rassembler mon parti et mon pays. C'est ainsi que nous parviendrons à relever les défis qui nous attendent et à construire un meilleur futur, plus prospère pour nos enfants et nos petits-enfants. Se rassembler, se rallier ou disparaître, tel semble être le message de Rishi Sunak à son camp. La composition de son gouvernement devrait donner une première indication sur sa réussite ou non face à ce premier défi. Tout juste auréolé d'une victoire après 4 petits jours d'une campagne claire, Rishi Sunak, 3e locataire à Downing Street en 2 mois, sait que le plus dur commence. Décryptage avec Rainbow Murray, politiste et enseignante à l'université Queen Mary de Londres. Il est parvenu à sortir de cette campagne sans prononcer un mot sur son action future. Depuis, il a expliqué aux parlementaires conservateurs ce qu'il compte faire, mais derrière des portes closes. Le reste du monde ignore donc ce qu'il en est et doit se contenter des déclarations de campagne qui datent d'il y a 7 semaines. 7 semaines particulièrement longues en politique. Rishi Sunak dispose d'une faible marge de manœuvre sur au moins 2 dossiers vitaux pour lui, l'économie en probable récession et le parti conservateur divisé entre clans rivaux. Cet été, lors de sa campagne, il a tenté de tenir un discours d'honnêteté sur l'état de l'économie en reconnaissant qu'il faudrait prendre des décisions difficiles sur la hausse des prélèvements, sur les coupes budgétaires. La politique sociale représentera un défi de taille puisque son parti est divisé sur la question. Enfin, il cherchera très certainement à conserver le soutien de l'aile droite du parti, mécontente, c'est peu dire, de son programme économique. Ils sont venus crier leur colère devant l'hôpital de Naplouse, en Cisjordanie. C'est là qu'ont été transportés les corps des Palestiniens tués ce mardi dans la nuit par des raids des forces israéliennes. Selon le ministère de la Santé palestinien, 5 personnes sont mortes à Naplouse, dans le nord du territoire, et une autre à Ramallah, le siège de l'autorité palestinienne. Une vingtaine de personnes a également été blessée. Parmi les hommes tués se trouverait le leader présumé de la Fosse aux Lions, un groupe qui a mené plusieurs opérations contre Israël ces derniers jours, ayant notamment entraîné la mort d'un soldat début octobre. De son côté, l'armée israélienne n'a pas pour l'heure commenté le bilan de 6 morts, mais a confirmé avoir mené une vaste opération à Naplouse. Des informations rares et indépendantes sur la Russie en direct de Berlin. Maxime Kournikov était le rédacteur en chef adjoint de la radio Echo de Moscou. C'était l'un des rares médias indépendants de Russie. Les autorités l'ont fait fermer peu après l'invasion de l'Ukraine par le pays. Maintenant, Maxime a trouvé une nouvelle maison pour Echo en Allemagne. Il a lancé une application il y a quelques semaines qui peut être téléchargée en Russie, offrant au public une perspective critique sur leur pays par des compatriotes russes. Nous voulons dire aux gens qui se trouvent actuellement en Russie et qui ne sont pas d'accord avec le régime de Poutine qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ont raison et qu'ils ne sont pas fous. Beaucoup de gens en Russie ne savent tout simplement pas quoi penser, quoi lire, quoi écouter.
quoi regarder pour comprendre la situation. Selon Maxime, les autorités russes auraient essayé de fermer l'application, mais celle-ci fonctionne toujours. On y trouve 10 à 12 heures de programme en direct par jour qui rencontre un grand succès. L'émission de dimanche a par exemple été vue plus de 300 000 fois sur YouTube. Une société d'information allemande fournit des bureaux à ECHO. Une dizaine de personnes travaillent sur l'application à Berlin, les autres sont dispersés à travers l'Europe. La plupart de l'équipe d'ECHO a quitté la Russie suite à l'adoption d'une loi prévoyant jusqu'à 15 ans de prison pour les personnes accusées de diffuser des informations qualifiées de fausses. Mais certains journalistes ont décidé de rester. Irina Babloyan était une animatrice de la radio. Elle vit toujours à Moscou, mais elle travaille désormais pour une chaîne YouTube diffusée sur l'application ECHO. Pour elle, il est nécessaire de raconter les luttes de son pays de l'intérieur, malgré les dangers. Ils viennent de tuer le journalisme en Russie. Ils vous suivent partout, donc vous ne pouvez pas faire de photos, vous ne pouvez pas faire de vidéos, vous devez rester très silencieux. La situation étant devenue trop dangereuse pour elle, Irina a fait une demande de visa humanitaire qui a récemment été approuvée par le gouvernement allemand après plusieurs mois d'attente. Irina devrait prochainement rejoindre les locaux d'ECHO à Berlin pour aider ses compatriotes russes à mieux comprendre la situation. Des coupures d'électricité désormais imposées à Kiev. Depuis près de 2 semaines en Ukraine, les forces russes ciblent les infrastructures énergétiques via des missiles ou des drones kamikazes. Résultat, au moins un tiers des capacités du réseau est hors service et plus d'1 million de foyers ont été privés d'électricité alors que l'hiver approche. Désormais touchés eux aussi, les habitants de la capitale semblent encaisser, pour beaucoup avec flegme. À la maison, nous avons reçu un planning sur plusieurs jours, des coupures qui durent environ 4 heures. Nous nous sommes préparés en achetant des bougies par exemple. Les événements récents ont rendu notre vie un peu plus difficile encore, mais que pouvons-nous faire? Il faut simplement survivre. Je pense qu'il est nécessaire que les magasins puissent rester ouverts, que les feux de circulation continuent à fonctionner. Ils doivent avoir de l'électricité. Selon le ministre ukrainien, ces coupures sont le résultat d'une stratégie du secteur russe de l'énergie. Les bombardements suivent un plan d'action dont l'objectif est la destruction du système énergétique ukrainien. Ce plan a été donné à l'armée russe pour être appliqué. Le blackout s'accompagne dans certaines régions de coupures d'eau, particulièrement au sud à Mykolaïv. Des réparations ont lieu dans les villes touchées. Le marché de Gikomba à Nairobi au Kenya est le centre névralgique du vêtement d'occasion dans le pays. D'innombrables pièces venues d'Occident ou d'Asie arrivent ici régulièrement, permettant à certains comme John Mwangi de gagner leur vie. Ce métier me permet de subvenir à mes besoins quotidiens. Je n'ai pas de compétences dans d'autres métiers. Si ce marché s'arrêtait, je serais bloqué et je n'aurais nulle part où aller. Mais le marché de la seconde main a également une face moins reluisante. Nombre de ces vêtements ne sont pas revendus et finissent ici dans les décharges à ciel ouvert. Certaines ONG estiment que les pays riches utilisent des pays comme le Kenya pour y déposer les déchets textiles qu'ils ne peuvent ou ne veulent pas recycler eux-mêmes. Les tissus que les marques utilisent pour produire ces vêtements sont des fibres synthétiques qui sont produites à partir de combustibles fossiles, ce qui nuit également à l'environnement ainsi qu'aux personnes qui les fabriquent et à nous qui les portons. Nous voulons vraiment que les marques soient responsables et qu'elles cessent de produire de la fast fashion. Pour Greenpeace et d'autres observateurs, ces vêtements d'occasion sont un cadeau empoisonné. En plus de polluer, ils empêchent l'essor d'une vraie industrie textile locale. De nombreux pays africains sont en effet tenus par des accords internationaux et ne peuvent pas, par exemple, interdire les vêtements d'occasion venus des États-Unis. Alors que l'industrie textile représente 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, l'urgence est surtout de moins consommer. 460 milliards de dollars de vêtements utilisables sont jetés chaque année selon le programme des Nations Unies pour l'environnement.